ne cause rien, donc c'est pas... Strong and mighty, yes, we didn't call him all. See, I'm an overcomer. Listen, no weapon fashioned against me shall prosper. For the greater one lives in me, yes, it does, yes. Yes, we didn't call him all. See, I'm an overcomer. I say, yes, we didn't call him. Yes, we didn't call him. Over Satan power. See, I'm an overcomer. I'm an overcomer. Cause yes, wedding kunim. Yes, wedding kunim. Over Satan power. I'm an overcomer. I'm a ding now. I'm into Hosanna. Hosanna. I am for Hinarba. Jesus Narbano. I am for Hinarba. Woman to Hosanna. I mean, I want to say Jesus Narbano. I am for Hinarba. Kojo, come on. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs qui nous suivez. Encore une fois ce soir, nous sommes là. Nous sommes là. Pour ceux qui ont suivi le mardi, vous étiez en direct sur APC District CDC. Et cet après-midi, nous sommes avec deux invités que nous allons préparer tout à l'heure. Nous sommes en direct donc de notre studio de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, le district de CDC. Nous sommes exactement dans
l'assemblée de CDC. Je suis ancien Zate Kakou et ce soir, j'ai deux invités. Les deux invités, il s'agit de deux dames. À ma gauche, il y a Madame Yao Clarisse. Elle est responsable de la zone Rachel. Tout à l'heure, nous allons vous parler un peu des zones. À quoi ça sert, qu'est-ce que les zones font. En quelques minutes, elles vous expliqueront leurs tâches au niveau des zones. À ma droite, je suis avec Madame Sieli Rita. Elle est vice-responsable de la zone Sephora. Madame Yao, comment ça va? Grâce à Dieu, tout va bien. Ok, Dieu merci, tout va bien. Et Madame Sieli? Que le Seigneur nous bénisse. Alors, on a dit que vous êtes responsable de zone. On était passé sur ce plateau même avec le bureau des femmes et elles avaient dit que au niveau du CDC, comme c'était un district assez vaste, le ministère des femmes était divisé en zones, particulièrement dans le district, dans l'assemblée de CDC, et il y avait 8 zones. Ce soir, nous sommes donc accompagnés de deux responsables de deux zones, la zone Rachel et la zone Sephora. Alors, Madame Sieli, à quoi sert une zone au niveau du ministère des femmes, dans le district, dans l'assemblée de CDC ou dans le district de CDC? Quel est son rôle? Qu'est-ce que la zone fait? Quelle est sa place même dans le ministère des femmes? Les zones, je pense bien que elles ont été instituées pour pouvoir mieux encadrer les femmes. Parce que je pense bien que les responsables de l'église ne peuvent pas tout faire en même temps. Le pasteur ne peut pas tout faire en même temps, les anciens ne peuvent pas tout faire en même temps. Donc pour mieux cerner les femmes, pour mieux les encadrer, il y a eu les zones, les différentes zones. Donc au sein des zones, nous les responsables, nous recensons un peu le nombre des femmes de la zone, voir un peu quel est leur problème, leurs besoins et autres. Si une femme a un problème, on recense le problème et puis on fait remonter les informations. On a ce soutien aussi au niveau spirituel quand elles ont un problème, à prier pour elles et autres, tout ça. Voilà un peu. Ok. Madame Yao, est-ce que, en tant que responsable de zone, vous voulez ajouter quelque chose? Je dirais peut-être que la responsable des zones, c'est peut-être une petite dirigeante de femmes qui représente directement le ministère des femmes dans sa zone, je dirais peut-être même dans son quartier, qui s'occupe des femmes, qui se charge quand même de leur rendre visite et de remonter les différentes préoccupations de chaque femme, déjà au niveau de la dirigeante et puis au niveau du pasteur, sinon au niveau du district. Voilà, il faut dire que c'est une continuité, c'est juste une manière d'élargir la main de la dirigeante des zones dans le suivi des âmes des femmes. Ok, effectivement, il s'agit ici du suivi des âmes, parce que l'assemblée elle est grande, il y a plusieurs femmes, et les membres de l'assemblée sont répartis dans tout Yopougon. On sait que Yopougon est la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Yopougon est une commune qui est très vaste. Donc pour qu'on puisse mieux encadrer les femmes, tout Yopougon a été donc subdivisé en 8 zones. Donc ce sont des zones géographiques selon le lieu d'habitation de ces femmes-là. Et à la tête de chaque zone, il y a un bureau avec une responsable, sa fils et puis peut-être d'autres membres. Et leur tâche, comme vous l'avez dit, leur tâche est l'encadrement spirituel. C'est aussi d'être plus proche de ces dames-là, leurs préoccupations de tous ordres. Donc vous servez de courroie de transmission entre le bureau du district et
les femmes à la base. C'est ça, n'est-ce pas? Pour que personne ne soit lésé en ce qui concerne la prise en charge de leurs préoccupations. Ok, ce soir-là, vous êtes là pour que nous puissions traiter un thème qui est comment préparer la reprise des cours des enfants, je dirais, dans le contexte de la crise sanitaire à coronavirus. C'est un thème que vous avez déjà traité, mais compte tenu de l'importance et de la qualité du son qui n'était pas tellement bonne, les autorités ont voulu qu'on reprenne au moins une partie, je dirais une partie de ce plateau, de ce que vous avez partagé avec les femmes. Mais ce sont des femmes, vous êtes des femmes. Donc là, pourquoi est-ce qu'on pourrait demander, pourquoi on ne peut pas demander aux hommes et on demande à la femme? Donc je voudrais juste savoir, Mme Yao, alors ici il s'agit des femmes. Comment préparer la reprise des cours de nos enfants dans le contexte de la crise à coronavirus? Ça veut dire quoi? Une femme. Qu'est-ce qu'elle est? Comment elle doit être pour qu'on lui confie une telle tâche? Je dirais d'abord que la femme, c'est celle-là qui donne la vie. C'est celle-là qui donne la vie. Et quand on parle de foyer, c'est la présence de la femme qui donne un peu d'importance au foyer, parce que l'homme à lui seul ne peut pas faire un foyer. Et c'est la femme qui apporte son plus, parce que d'autant plus qu'elle est porteuse de vie. Et généralement, ce sujet-là, on nous permet à nous les femmes de le traiter, parce que c'est nous qui sommes le plus souvent avec nos enfants. Nos hommes étant tout le temps partis pour chercher de quoi survivre, de quoi s'occuper de la famille. Et c'est la maman qui est à la maison qui s'occupe des enfants. Et donc je pense que c'est la maman qui est la personne la plus appropriée pour parler de ce sujet-là, parce que c'est elle qui est le plus souvent à la maison avec les enfants. Donc la femme, elle a une importance, elle a besoin donc de qualité, je crois. Et je crois qu'il y a un passage biblique qui fait référence à cela, n'est-ce pas? La femme vertueuse. Ok, la femme vertueuse. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, Madame Yao? Alors, comme tu avais la parole, on va te laisser développer ton idée et puis on reviendrait à Madame Célie tout à l'heure. Vous parlez de la femme vertueuse, ok? La femme vertueuse, si je peux m'exprimer ainsi, c'est celle-là qui peut gérer sa maison. C'est celle-là qui peut donner un sens à sa famille. C'est celle-là qui peut donner une éducation vraie à ses enfants. C'est celle-là qui est une aide, une véritable aide auprès de son époux. C'est celle-là qui valorise en fait la famille, la femme vertueuse, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que voilà, c'est elle qui donne un peu plus de saveur à la chose dans le foyer. Ok, donc la femme vertueuse, je crois bien qu'il y a un passage dans la Bible qui parle bien de la femme vertueuse, le psaume, pardon, le proverbe, proverbe 31, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on peut un peu citer quelques qualités de cette femme vertueuse? Ici, parole du roi Lemuel, il est question à partir du chapitre verset 10, proverbe 31, qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et le bénéfice ne manquera pas, n'est-ce pas? Et quand on lit ce passage-là, on voit que c'est une femme qui gère sa maison, c'est une femme qui s'occupe de sa maison, de tout ce qui est au quotidien de sa maison, elle se charge de cela. Donc c'est pourquoi je crois bien que là, vous pouvez, en tant que femme, vous occuper de la préparation, bien des préparatifs, de la reprise. À Abidjan, la reprise c'est pour demain. À l'intérieur, ça a été déjà fait depuis la semaine dernière. Demain, c'est la reprise des cours après cette crise. Bon, on pourrait dire après, parce que la crise d'ailleurs n'est même pas encore totalement terminée, donc il y a certaines dispositions à prendre. Alors, déjà, bien aimé, ce que nous pouvons dire, c'est que c'est important de préparer la reprise. Il faut préparer, parce qu'il ne faut pas improviser. La préparation, ça suppose qu'il faut prendre certaines dispositions, qu'il faut, afin de pouvoir mieux orienter les enfants,
afin de mieux régler certaines difficultés, il faut se préparer. Donc, il ne faut rien improviser. Alors, notre thème aujourd'hui, nous allons nous baser sur 3 domaines. C'est-à-dire que se préparer dans le domaine spirituel, se préparer dans le domaine social, se préparer également dans le domaine financier, en ce qui concerne la reprise des cours qui commence à Abidjan demain. Alors, dans le domaine spirituel, Madame Céline, dans le domaine spirituel, comment est-ce que, quel conseil vous pouvez donner à nos mamans, à vos sœurs, pour la reprise des cours demain? Bon, concernant le volet spirituel, je peux dire que pour préparer cette rentrée-là, les mamans ont à prier pour leurs enfants, prier pour la rentrée, prier pour le corps enseignant, prier pour le ministère même de l'éducation nationale, prier pour tous les élèves de la nation. Les prières de confier la rentrée au Seigneur, en priant, en confiant son enfant au Seigneur, en exhortant l'enfant aussi à mettre sa confiance au Seigneur. C'est vrai que la maladie existe, mais il y a notre Dieu qui nous protège. Et la protection de Dieu est infaillible. Il faudrait aussi amener l'enfant à avoir cette confiance-là au Seigneur. Que le Seigneur le protège lorsqu'il sort de la maison. Voilà l'école. Lorsqu'il est en Dieu avec lui. Il faudrait mettre l'enfant en confiance sur la protection du Seigneur. Prier pour l'enfant chaque matin avant qu'il ne parte. Et prier lorsque l'enfant rentre à la maison. Et apprendre à l'enfant aussi à prier. Voilà. Ok, donc ici il s'agit de comment prier, prier avec l'enfant, prier pour l'enfant. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut ajouter sur le plan spirituel, Mme Yao? Sur le plan spirituel, il faudrait qu'on amène nos enfants à avoir confiance au Seigneur. C'est-à-dire qu'à compter sur le Seigneur, il faudrait qu'on fasse comprendre aux enfants que le vrai protecteur, c'est le Seigneur. Si l'enfant n'a pas confiance au Seigneur, c'est comme s'il n'est pas... En fait, c'est comme s'il n'existe pas, parce que la meilleure chose, c'est de compter sur le Seigneur, c'est d'apprendre à compter sur le Seigneur, mais à partir de la prière. C'est vrai que l'enfant comprenne que la protection vraie vient du Seigneur Jésus. Et pour profiter de cette protection-là, il faut prier en tout moment. Ok. Donc il y a la prière, il y a aussi le partage de la parole de Dieu. Il a dit qu'il faut amener l'enfant à avoir confiance au Seigneur. Et c'est vrai, certains passages bibliques nous le disent clairement que c'est Dieu qui est notre protection. On aura tout à l'heure peut-être à parler des mesures d'arrière, de tout ce qu'il faut, mais le vrai protecteur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faudrait amener l'enfant à avoir confiance au Seigneur, à se mettre entre les mains de Dieu, à savoir que c'est Dieu qui le garde, c'est Dieu qui le protège partout où il s'en va, et qu'il n'a pas à avoir peur, n'est-ce pas? Il n'a pas à craindre quoi que ce soit. Mais il doit prendre toutes les précautions, mais il doit mettre sa foi en l'Éternel, son Dieu. Donc, en quelque sorte, c'est amener l'enfant à avoir confiance en son Dieu. Et il peut avoir confiance en toutes sortes de mesures, en toutes sortes de techniques. C'est une bonne chose, il faut avoir, c'est une bonne chose, mais la confiance au Seigneur est la meilleure protection. Je vois bien que c'est cela sur le plan spirituel. Est-ce qu'il y a autre chose sur le plan spirituel que vous voulez ajouter, ou bien nous pouvons passer directement Ok, bien. Je crois bien que c'est largement suffisant. La prière, la parole de Dieu, la mise en confiance. L'enfant qui dit que je suis son protecteur, je suis celui-là qui le garde, et partout quand il va marcher, on ne voit pas le virus, mais Jésus ne voit le virus, et c'est lui qui couvre le. Ok. Maintenant, sur le plan social. Sur le plan social, comment est-ce que nous pouvons préparer cette reprise des cours sur le plan social? Sur le plan social, je pense bien que pour
préalable, il faut sensibiliser l'enfant par rapport à la réalité de la maladie. Parce que les enfants sortent, ils sont exposés à plusieurs informations. Il y en a qui disent que le corona n'existe pas, il y en a qui disent que c'est fini et tout ça. Il faut d'abord sensibiliser l'enfant pour lui dire que la maladie est réelle et voilà le danger qu'elle représente. Et après ça, parler de des mesures barrières. Parce qu'une fois conscient de la maladie, je pense que la pratique des mesures barrières pourrait être efficace. Je prends un exemple concret à mon fils. Depuis la maladie, je lui dis, lui et à sa famille, quand il sort et rentre, il doit se laver les mains. Et un soir, je rentre du service et je lui dis, maintenant va te laver les mains. Il me dit, maman, corona est fini. Je dis, mais qui t'a dit que corona est fini? Et la nounou de me faire savoir que il y avait des adultes qui causaient, qui disaient non, le corona était fini, que ça n'existait même pas arrivé encore du tout. J'ai dit, non, le corona existe. Donc il faudra se laver les mains à chaque fois. Les gestes barrières que maman t'a dit, il faudra les appliquer. Et au journal de 20h, j'ai mis le journal, je l'ai appelé, j'ai dit, non, viens voir. Ils sont en train de parler de corona. Tu vois, donc le corona existe. Donc du coup, le message est passé. Parce qu'un autre jour, je suis rentrée du service et je lui ai dit, non, viens me faire la bise. Il dit non, il y a corona. Il dit non, il y a corona. Donc je lui ai dit, tu n'as pas à t'inquiéter parce que quand ma mère est rentrée, elle a pris sa douche. Donc tu n'es pas en danger. Tu peux venir faire la bise à maman. Donc il est venu faire la bise. Donc j'ai automatiquement compris que c'est resté. Il sait maintenant que la maladie existe. Il doit prendre les mesures, il doit appliquer les mesures que donc il faut au préalable dire à l'enfant que la maladie existe et elle est dangereuse. Et ensuite maintenant, lui conseille le lavage des mains. Dès que l'enfant rentre de l'école, il faut que l'enfant d'abord même rentre sous la douche. Il faut que l'enfant prenne son bain d'abord. Il enlève ses chaussures à part, ses habits, il met dans le panier à linge et il rentre sous la douche. Il finit de manger et tout ça. Il faut aussi lui demander les nouvelles de la journée. Ok. En tout cas, ce que vous avez dit ici, c'est bien intéressant. C'est une réalité. On a beaucoup d'informations qu'on reçoit au sujet de cette crise. Certaines personnes disent que bon, ça n'existe pas. Mais ce que je retiens dans votre intervention, c'est que c'est une réalité. Et il faut amener l'enfant à savoir que cette crise est réelle, que le coronavirus est réel, que le Covid-19, c'est-à-dire cette maladie-là, est réelle. Donc il faut lui donner la bonne information. Il faut lui donner la bonne information, par exemple, comme vous allez faire. À la télévision, l'enfant a vu les réalités, les statistiques qui sont données, les points qui sont donnés. Ça aussi c'est important. Donc lui expliquer ce que c'est que cette maladie, qu'est-ce que ça pose comme difficulté, pour que l'enfant n'écoute pas dehors, mais que l'enfant écoute ce que sa mère lui dit et les informations qu'elle recueille à travers les canaux qui sont la télévision, la radio, les journaux, qui sont des canaux officiels pour donner des informations. Il ne pas se dire qu'effectivement c'est une blague, que cette crise n'existe pas. Et sur le plan social, là il s'agira de prendre toutes les mesures et autres. Mais je crois qu'il y a d'autres choses que l'enfant peut faire encore. On peut aussi préparer l'enfant sur le plan social. Sur le port du cache-nez, par exemple, on doit inculquer ça à l'enfant. Le port du cache-nez, la distance de 1 mètre. C'est vrai que l'enfant ait déjà ça dans sa manière même de marcher dans son quotidien, par exemple à l'école. Il faudrait aussi faire comprendre à l'enfant qu'il ne doit pas jouer avec ses amis pendant la récréation, se serrer, se taper, tout ça là. Ce sont des choses qu'il doit arrêter de faire juste parce qu'on nous dit que la maladie est définitivement finie. Il ne faudrait pas que l'enfant revienne de l'école et que tout d'un coup il se met à manger. Il faudrait qu'il se lave et puis, comment on appelle, je dirais,
avoir, comment on appelle, les gels mains là, dans les sacs de l'école. C'est-à-dire que les parents doivent pouvoir mettre ça dans les sacs de l'école des enfants. Et pour qu'à chaque fois, quand l'enfant pense qu'il s'est un peu sali les mains, déjà il commence à se laver les mains. Il faudrait que ça soit un réflexe pour l'enfant. Il dit qu'à chaque moment, je dois pouvoir me laver les mains avec le gel hydroalcoolique. Déjà, quand le parent met ça dans le sac de l'enfant, le parent déjà donne une éducation même à l'enfant sur les mesures à prendre. Il y a ça. Et puis je pense qu'il y a... Peut-être que si je peux aller un peu plus loin, aller un peu vers les parents pour dire aussi que désormais, quand nos enfants seront prêts à aller à l'école, il faudrait que nous ne fasse les sandwichs à la maison. Il ne faudrait pas qu'on laisse nos enfants manger tout ce qui est fait dehors, pour plus de précautions, parce qu'au-delà même du coronavirus, il y a d'autres maladies encore que la saleté donne, par exemple le choléra, il y a la tuberculose, tout ça. Donc, il faudrait que les parents déjà apprêtent l'enfant à aller à l'école. Sa nourriture, son petit sandwich bien fait, bien emballé, son gel hydroalcoolique déjà dans son sac. Avant même de manger, il se lave déjà les mains. Et puis, je pense que c'est ce que je peux ajouter pour vous. Bien, ok. Il y a toutes ces mesures à prendre. C'est une nouvelle habitude qu'on doit installer. Ce sont ces habitudes qui existaient, mais on ne prenait pas soin de cela. Mais je crois qu'avec cette pandémie, avec cette épidémie ou pandémie, cette crise sanitaire coronavirus, il s'agit donc de respecter certaines règles d'hygiène et surtout insister sur la présence de l'enfant vis-à-vis de ses amis à l'école. Je crois bien qu'il faudrait qu'on revienne un peu là-dessus dans la cour de l'école. Dans la cour de l'école, c'est vrai que les enseignants seront là, mais je crois qu'il faut qu'on prépare nos enfants comment ils doivent se tenir à l'école pendant la cour de l'école. Même s'il y a déjà, même elle a eu, Madame Yao a eu accordé qu'il voulait sandwich pour ne pas que l'enfant mange dehors, c'est-à-dire aller acheter à manger pendant la récréation. Le sandwich des gens dans le sac de l'enfant. Il sait qu'à 10 h à la récréation, il sort son sandwich, sa goutte, il y a de l'eau dedans, il prend son sandwich et sa goutte. Et maman lui dit de rester sur place en classe pour manger. Tu ne sors pas, tu restes en classe pour manger. Même si les amis sont dehors en train d'acheter, toi tu ne sors pas. Tu restes en classe avec ton sandwich. Tu finis de manger ton sandwich, tu bois un peu de jus. Et voilà, éviter d'aller jouer dans la cour de récréation avec les amis. On ne boit plus dans la boue de son camarade. On ne mange plus le bonbon de son camarade. On ne demande plus. C'est-à-dire la nourriture que maman a préparée pour toi, c'est ce que tu manges. Tu ne manges plus la nourriture de ton voisin, de ton camarade. Je crois que cela est très important. On ne se partage plus certaines choses. Si l'enfant avait l'habitude de manger avec son ami, couper le pain avec, par exemple, dans la bouche, et puis il donne à son ami, on ne doit plus se faire ça, ou bien partager les gourdes, on ne doit plus le faire. Se serrer, comme on appelle, courir par-ci par-là, jouer, se taper, la paix, bonbon à trois ou autre. Je crois bien que on ne partage plus, surtout, je crois un peu quand même les cache-nez. Voilà. Parce que les enfants sont capables même de s'échanger les cache-nez. Il faut voir pour moi, il faut faire ceci. Voilà, il faut essayer pour moi. Voilà, c'est pour ça que la maman a un rôle capital à jouer. Parce que généralement, nos enfants nous écoutent plus quand on leur donne l'occasion de s'exprimer. Moi, je pense que dans cette lutte-là, si nous voulons que nos enfants nous écoutent, il faudra qu'on les prenne comme des amis. C'est-à-dire qu'on fasse asseoir nos enfants et puis tu l'écoutes lui-même pour savoir si c'est quelque chose, même des mesures barrières d'abord. Parce que nos enfants, c'est vrai qu'ils sont enfants, mais ils copient, ils entendent. Et ce qu'ils entendent à leur reste souvent à l'esprit. Donc tu fais asseoir l'enfant, tu essaies de voir un peu ce qu'il sait de la maladie, ce qu'il sait des mesures barrières. Et c'est en fonction de ce que lui va dire que tu vas apporter ton plus. Si l'enfant sait déjà grande chose, tant mieux. Mais si l'enfant ne sait rien, ça peut arriver. Si l'enfant ne sait rien,
Mais c'est à toi, la maman, de dire à l'enfant, tu sais que je t'aime et tu sais que tu es toute ma vie. Si quelque chose t'arrive aujourd'hui, ma vie va prendre un coup. Est-ce que toi, tu as envie qu'on se sépare? L'enfant va te dire, non, maman, je t'aime plus que tout. Parce que d'un premier temps, les enfants aiment leurs parents plus que tout. Et quand déjà tu commences à travailler même la pensée de l'enfant, et l'enfant, il sera calme, il va se dire, mais attention, ma maman est en train de me dire quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que si je fais une erreur, je risque de mourir, puis je ne vais plus voir ma maman. D'accord? Comme j'aime ma maman, je vais prendre la peine de suivre à la lettre ce que ma maman me demande de faire. Déjà, quand tu as déjà commencé à travailler la pensée, l'esprit de l'enfant comme ça, moi je pense que quand tu vas lui dire non pendant la récréation, ne sors pas, reste dans la salle de classe, tu manges ton sandwich, quand tu finis, tu prends ton gel hydroalcoolique, tu te laves les mains, tu attends la maîtresse. Je pense que nos enfants pourront y arriver. Il ne faudrait pas aussi s'échanger les stylos. Oui, voilà, les stylos aussi. Le matériel, ça veut dire que le parent doit faire tout pour donner le matériel à l'enfant. L'enfant doit avoir son cahier, l'enfant doit avoir son stylo, en tout cas tout son matériel pour ne pas aller emprunter celui des autres. C'est pas, il faut aussi expliquer aux enfants que ce n'est pas être méchant si on refuse de donner son stylo à son ami. Voilà, ce n'est pas méchant, mais il faut expliquer que non, mon stylo, moi je ne sais pas si ta main est infectée ou autre, mais je ne dis pas que ta main est infectée, mais c'est des précautions. Donc c'est pourquoi maman a acheté mon stylo, ça c'est pour moi seul je l'utilise. Donc le matériel, on ne doit pas se passer de matériel. Et puis aussi, il y a des petits garçons aussi qui jouent à certains jeux, ils peuvent enlever leur kaki, leur chemise et puis faire porter à l'autre. C'est tout ça, il faut leur dire que ça ne se fait plus. Hein, ça ne se fait plus. C'est-à-dire qu'on ne se partage plus les objets, puisque les objets que nous avons peuvent être infectés. Mais il y a aussi des précautions à prendre en ce qui concerne les surfaces, c'est-à-dire les poignées, des choses là. Il faut sensibiliser, je pense bien, les directeurs d'école. C'est là qu'il y a lieu, le parent, de se rendre dans l'établissement de son enfant pour apporter des idées, des propositions, voire désinfecter les salles après chaque descente. C'est-à-dire, il y a eu le cours la journée. À la descente le soir, l'établissement fait désinfecter les salles de cours. Les poignées de porte sont, comme on appelle, nettoyées, ou bien s'ils ne peuvent pas le nettoyer, il faudrait qu'il y ait un vigile. Quand l'enfant veut sortir, lui, il a un gant ou bien il a un mouchoir, il ouvre le portail ou bien il ouvre la porte pour que l'enfant puisse sortir. Ok, ce que Mme Célé, vous êtes en train de dire, c'est très important. Ça veut dire que bon, dans certains établissements, quand c'est au public, on parle de COGES. Et dans les privés, c'est peut-être l'association ou le collectif des parents. Je crois bien que ici, on peut attirer quand même l'attention des parents. Dans cette crise-là, les parents doivent se mettre en contact avec les responsables de l'école pour dire comment est-ce que les parents peuvent accompagner la lutte contre le virus. Donc entre eux, ils vont se concerter. Peut-être que les parents pourront apporter soit un gel, soit un TCC, soit des dispositifs de lavage main, et puis sensibiliser les élèves. En tout cas, mettre à la disposition de l'école le matériel adéquat pour pouvoir vraiment préserver les enfants. Parce que il faut les poignées des portes, hein, la poignée des portes, peut-être même le chiffon même que on prend pour essuyer le tableau, tout cela, je crois qu'il faudrait qu'avec les parents, on puisse voir comment est-ce qu'il faut équiper les enseignants pour éviter le maximum de partage d'objets, n'est-ce pas? Voilà. Ok, vraiment merci beaucoup. Je crois que cela est beaucoup instructif. Tout ce que vous avez dit là, sur le plan social, cela est instructif, ajouté à ce qui est sur le plan spirituel qui se fait déjà à la maison. Et nous allons aller dans la dernière partie, dans le troisième volet de la préparation, c'est-à-dire sur le plan financier. Comment est-ce qu'on peut préparer cette reprise des fonds sur le plan spirituel, sur le plan financier, Je dirais que dans ce volet-là, c'est là que la femme va vraiment faire ressortir sa qualité d'aide.
sa qualité de femme vertueuse. Parce qu'il faut dire que cette crise-là a engendré beaucoup de dettes, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a des pères de famille qui ont perdu leur emploi. Il y en a même qui ont carrément leur salaire qui ont été divisés en deux. Et c'est un problème. C'est un problème parce qu'il y a les factures d'électricité comme de d'eau qui sont vraiment en cours de paiement. C'est-à-dire qu'on doit payer, même si c'est en août, mais il faut les payer. Il y a toutes ces dettes-là qui sont là, qui attendent. Et il faut dire que cette rentrée-là même va rentrer, je pense, dans la rentrée scolaire prochaine. Alors que nous savons que de nature, les rentrées scolaires même sont déjà des problèmes. Pour un parent qui a déjà des enfants, peut-être en terminale, plus de 2-3 enfants, ce sont des situations quand même difficiles à gérer, c'est déjà stress. Et comment faire pour pouvoir être des épouses, des aides pour aider nos maris à pouvoir surmonter cette situation-là? Moi, je pense que c'est à la femme de jouer son rôle vraiment qui est très capital. Je veux dire quoi? Je veux prendre un exemple très simple d'une famille qui a l'habitude peut-être d'avoir 10 000 francs par semaine comme prix de cocotte. Et cette situation-là, nous savons qu'elle est difficile, elle fatigue tout le monde. Mais en tant que femme, mon mari vient, il me dit, bon, ma chérie, je ne peux plus te donner tes 10 000 francs par semaine, mais je pourrais te donner la moitié. C'est à nous de mettre tout en œuvre pour pouvoir donner à manger à la famille avec la moitié de ce qu'on avait habituellement dans la semaine. C'est-à-dire les 5 000 francs qu'on va nous donner maintenant. C'est à nous de pouvoir gérer le marché, la nourriture de la semaine, s'arranger pour que nos enfants aient leurs 3 repas par jour. Moi, je pense qu'on peut manger moins cher, mais bien fait. On n'est pas forcément obligé de manger peut-être cher pour dire qu'on est en train de manger. Il y a une situation qui est là et nous devons aider nos maris. Et dans cette situation-là, c'est d'apporter notre plus. Notre plus, c'est de pouvoir gérer le peu que nos maris nous donnent pour aller faire le marché. Et je pense que pour toute bonne femme, on peut quand même se permettre même de pouvoir trouver le petit déjeuner de l'enfant dedans, le déjeuner et le dîner même du soir, pour toute la famille dedans, pour gérer toute la semaine et faire à soi encore nos enfants, les aînés. Par exemple, ceux qui sont en terminale, il y a des enfants qui vont à l'école, qui ne reviennent pas à midi, qui rentrent les soirs. Et souvent, on avait l'habitude de leur donner 1000 francs. Mais il faut pouvoir faire asseoir ces enfants-là pour leur dire la situation que nous vivons actuellement, elle est mondiale. Ce n'est pas au niveau seulement de la famille, mais c'est une situation mondiale qui est en train d'affecter les finances de tout le monde. Et là, désormais, notre rythme va changer un peu. Il faut pouvoir parler avec l'enfant, il faut pouvoir discuter avec l'enfant, pour que l'enfant aussi s'imprègne de la situation. Et moi, je pense que quand tu as un enfant et que tu sais lui parler, l'enfant comprend. Donc les enfants vont nous comprendre et les enfants même vont peut-être mieux nous aider. Moi, je prends l'exemple de mon dernier. Chaque jour, il vient demander son goûter de 16 heures. Et puis, il y a des moments quand il vient, lui-même il me dit en même temps, maman, si tu penses que tu n'as pas l'argent, tu peux me donner la moitié. Donc, c'est pour dire que quelque part, souvent, les enfants peuvent nous comprendre. Sinon, ils nous comprennent. Mais il suffit de leur faire savoir ce qui se passe en réalité. Il suffit de leur expliquer ce que nous sommes en train de vivre pour que les enfants comprennent que là, ma maman bien mon papa n'est pas en train de me délaisser, mais il y a une situation et que je dois aussi apporter mon plus. Parce que la compréhension de l'enfant, c'est un plus aussi qu'il apporte dans cette situation-là. Donc, le moins, c'est ce que je peux... Ok, Madame Céline, qu'est-ce que vous pouvez ajouter de plus à ce que Madame Yao a dit? Je pense bien que, comme elle a si bien dit, c'est de réduire au maximum les dépenses. Réduire les dépenses en faisant quoi? C'est-à-dire, si tu as l'habitude de faire ton marché chaque jour, parce que ça fait un peu dépenser, tu peux faire le marché de la semaine. Tu peux acheter des œufs. Les œufs, le carton à 2000, 2000 ou bien 2200. Tu achètes un carton d'œufs. Déjà, tu peux faire des omelettes et puis tu payes, ça revient un peu moins cher pour le petit déjeuner. S'il n'y a pas de lait ou tout ça là, on va même boire du thé, tu mets un thé 25 dans de l'eau, tu sucres. Je pense que ça passe avec les omelettes et tout ça. Comme ce qu'on appelle aussi, aller au marché pour acheter les tomates là. Tomates en gros, piment en gros, tout ça, ça revient un peu moins cher au lieu de faire en détail, parce qu'en détail ça revient un peu plus cher. Donc c'est d'aider nos enfants à
moins dépensé. Le peu qu'ils nous donnent, il faudrait qu'on puisse les gérer, bien les gérer, pour pouvoir nourrir notre famille. C'est-à-dire, c'est pas pour que nos enfants mangent mal, que les époux mangent mal. Mais manger bien, mais moins cher, c'est possible. Ok, manger bien et moins cher et réduire les dépenses et gérer vraiment de manière efficiente vraiment ce que le budget de la famille. Et je crois bien qu'on doit aussi ajouter une nouvelle dépense dans le budget de la famille. C'est-à-dire que sur le plan des finances, c'est vrai qu'on n'a pas assez. Habituellement, on achetait du savon, on achetait le repas, ainsi de suite. Je crois bien que même sur le plan des finances, il faut désormais, avec cette crise-là, inclure certaines choses telles que les gels dans le budget. Il faut aussi préparer les masques pour les enfants. Donc tout ça aussi, il faut planifier sur le budget, dans le budget de la famille, il faut planifier cela. S'il y a lieu d'acheter des cache-nez pour les enfants, il faut acheter des cache-nez, il faut acheter des gels, des petits pots de gel. Il faut inclure ça dans le budget de la famille. Et tout en gérant vraiment le peu qu'on a maintenant, parce que cette crise-là a réduit considérablement le pouvoir d'achat de la famille. Alors, je ne sais pas si vous avez une dernière chose à dire. Nous avons fait le tour de la question. Je crois que suffisamment nous avons abordé sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan financier que nous venons d'aborder. Est-ce que vous avez juste quelque chose à dire pour que nous puissions mettre fin à ce plateau? En conclusion, on peut dire que ce que moi je redis en conclusion, c'est que je voudrais sensibiliser les gens, les parents, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui vont nous regarder après. En tout cas, le corona existe. Le corona est une maladie à risque, à haut danger. Donc il faudra appliquer les mesures qu'on nous enseigne, qu'on nous conseille. Et en plus de ça, il faudra faire aussi confiance au Seigneur pour la conversion. Le sang de Jésus protège à 100%. Il faudrait qu'on fasse confiance à ce sang. Merci, Mme Célie, pour votre mot de fin, Mme Yao. Moi, je dirais plutôt il faudrait que nous, les parents aussi, nous soyons des exemples. Parce que quand tu veux inculquer quelque chose à ton enfant, il faudrait que l'enfant aussi voie cette chose-là dans toi. On ne peut pas dire à nos enfants de porter les cache-nez, de respecter les mesures barrières, pendant que nous-mêmes, nous faisons le contraire à la maison. Ou bien nous avons des débats qui n'ont rien à voir avec ce que la télé dit. Là, il y a un problème. Parce que les enfants copient directement ce que les parents sont. Nos enfants sont à nos images. C'est-à-dire que mon enfant reflète directement mon image. Donc, je voudrais simplement dire aux parents d'être de vrais exemples pour pouvoir aider nos enfants à mettre ces mesures-là en pratique. Et puis, encore pour encourager les mamans, surtout les mamans, à laver à chaque descente de l'école des enfants, à laver les tenues scolaires des enfants. Ça, il faudrait que chaque maman s'atteigne à ça. Dès que son enfant quitte à l'école, quand l'enfant rentre dans la douche, il faudrait aussi qu'en même temps sa tenue aussi rentre aussi dans la bassine pour être lavée. Il ne faudrait pas que l'enfant reporte la tenue le lendemain matin pour retourner à l'école. C'est ce que je voulais apporter. Ok, vraiment merci beaucoup. C'est de nouvelles habitudes qu'il faut acquérir, c'est un nouveau comportement qu'il faut installer dans la famille, avec les enfants, sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan financier. Chers frères et sœurs, nous étions ce soir avec Mme Yao Clarisse, responsable de la zone Rachel, Mme Célie Rita, qui est vice-responsable de la zone Sephora. Ici, c'est le district de Sidessi, de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Et elles ont partagé avec nous certaines expériences et nous ont donné des conseils quant à la préparation de la reprise des cours des enfants dans le contexte de la crise à coronavirus. On sait bien que cette pandémie
a fait beaucoup de dégâts dans le monde. Et il y a eu des morts, il y a eu des infectés. Et cette crise continue également. Et il s'agit de prendre des mesures barrières pour que l'année scolaire puisse mieux s'achever, parce qu'on n'avait pas encore fini le 3e trimestre et les cours ont été arrêtés. Donc les élèves vont repartir à l'école. Il faut terminer l'année et faire les examens de fin d'année et puis également se préparer pour l'année prochaine 2020-2021. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Nous voulons dire merci à tous nos responsables depuis le Conseil national d'administration, l'apôtre Miezou et le secrétaire général, l'apôtre Nyaoré. Nous disons merci à tous nos papas, à tous nos responsables, les membres du Sénat, à tous les sectoriels qui nous suivent, à même nos missionnaires qui sont en Centrafrique, au Niger, qui nous suivent, et à l'extérieur, nos bien-aimés qui sont même à l'extérieur, aux États-Unis, autres qui ont l'habitude de nous suivre. Nous leur disons merci, merci à tous nos frères, à nos sœurs, et nous voulons terminer en disant également merci à notre responsable sectoriel, l'apôtre Dr Traoré Sidiki et son épouse, et grand merci à notre pasteur Adaye Kobena qui a eu confiance à nos dames et qui a laissé ce plateau-là pour que ces moments puissent partager avec nous quelques conseils et quelques expériences. Nous ne pouvons pas terminer vraiment ce plateau-là sans pouvoir faire une prière. C'est pourquoi je vais demander à Mme Yao de prier le Seigneur. Alors c'est un sujet très simple. Elle va demander au Seigneur de garder vraiment nos enfants qui vont rentrer demain. Que le Seigneur puisse les garder, que le Seigneur puisse les protéger, que le Seigneur puisse les orienter pour que l'année scolaire s'achève sur une bonne note. Donc nous allons donc prier avec Mme Yao. Nous prions le Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous voulons te bénir. Nous voulons dire merci. Toi qui nous as fait la grâce d'être des parents, Seigneur, ce soir nous voulons t'être infiniment reconnaissants parce que nous ne le méritons même pas, c'est une grâce d'être parents. Seigneur, ces enfants que tu nous as confiés, demain c'est la reprise scolaire. Nous voulons te les recommander parce que c'est toi qui es le premier responsable de ces enfants. Nous ne sommes que simplement des gardiens. Nous voulons les recommander sous ta grâce. Tous les enfants du monde entier, Seigneur, mais en particulier les enfants de l'Église Pentecôte internationale, nous prions, Seigneur, que tu les préserves, que tu les gardes, que tu les couronnes de ton sang, Seigneur, et que tout ce qui était projet de l'ennemi, Seigneur, pendant qu'ils iront à l'école, pendant qu'ils seront en classe, Seigneur, soit voué à l'échec au nom de Jésus. Mais que ton sang couvre chaque enfant et que nos enfants vont à l'école et qu'ils reviennent sains et saufs pour que la gloire te revienne à toi seul. Sois béni, sois célébré au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pourrez également revoir ce débat sur APC CDC TV YouTube. Que le Seigneur vous bénisse.